passent rapidement sans vous voir, des gens qui refusent de vous regarder, qui refusent de vous laisser voir. Et donc, ce premier chapitre raconte, en fait, qui est en fait une reconstruction a posteriori de la première impression que j'ai eue de Taipei en arrivant en 1999, et après en 2003, 2004, 2005. Et en fait, toute cette série de photos est une série que j'ai commencé à construire à partir de 2010 jusqu'à la fin de 2016. Donc au cours de ces presque 10 ans, j'ai amassé un total de 15 000 photos, desquelles j'ai extirpé 107 photos qui sont dans ce premier livre. Voilà une image qui raconte pour moi l'illisibilité totale de Taipei, que ce soit sur un plan esthétique, sur un plan urbain ou sur un plan humain, avec des gens qui partagent le même espace urbain et qui n'ont pas l'air de communiquer, qui n'ont pas l'air d'exister, qui n'ont pas l'air de vivre, et qui sont confrontés à des murailles de non-communication, de non-interaction, et ça résume aussi la manière dont j'ai perçu Taïwan et Taipei les premières années. Une ville qu'il a fallu que vraiment je... Alors je l'avais adoptée de manière abstraite avant de la connaître, il fallait maintenant que je fasse ce même effort sur un plan tactile, physique, concret, réel, humain et affectif. Dans le deuxième chapitre, j'ai pris mon courage à deux mains, et les années passant, je me suis un peu plus rapproché de la ville. Donc le deuxième chapitre porte sur des images qui tentent de capter une forme de beauté urbaine que j'aurais inventée pour apaiser mon sentiment de solitude, mon sentiment de frustration, et pour apaiser la peine que nécessitait mon effort d'intégration dans Taipei. Et donc, les personnages dans ce deuxième chapitre gagnent en taille dans l'image parce qu'ils sont plus présents. C'est-à-dire que progressivement, la ville de Taipei prend un visage un peu plus humain. Parce que, dans mes yeux d'étrangers non intégrés, les habitants qui font la ville, les personnages qui animent la ville, eh bien, prennent une place un peu plus importante. Et c'est pour ça que dans le deuxième chapitre, je raconte comment, petit à petit, j'ai trouvé un charme tout à fait particulier, tout à fait inédit à Taipei. Comment j'ai petit à petit intégré cette ville pour arriver finalement, toujours dans le cadre de cette idée de mariage forcé, n'est-ce pas, à petit aimer l'épouse urbaine que je m'étais choisie sans la connaître, comme on choisit quelque chose sur un catalogue. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas un catalogue, c'était la carte de l'Asie. Et donc c'est cette aventure que j'ai tenté de m'offrir pour cette existence, c'est-à-dire choisir une destination sur catalogue et aller jusqu'au bout de ce projet, quels qu'en étaient les obstacles. Il faut bien souligner qu'avec Taïwan, j'ai quand même eu la main heureuse. Parce que je ne suis pas sûr que je serais resté encore 15 ans si j'avais choisi Ulaanbaatar en Mongolie, par exemple. Mais c'est aussi parce que j'avais préparé ce projet de vie en apprenant le chinois, en lisant sur Taïwan malgré le peu de références existantes en France. Et puis aussi, j'avais un projet humain, un projet familial qui m'a considérablement aidé, mais qui, in fine, ne vous aide pas à résoudre la question fondamentale de vous sentir chez vous, à Taipei, et d'aimer cette ville comme j'ai aimé Paris, par exemple. Même pas par exemple, justement, particulièrement. Et donc, j'ai développé donc, une lecture de Taipei que résume ce livre. Et dans cette lecture de Taipei, je me suis progressivement aperçu que
finalement, ce qui... Et là, c'est pour revenir à la première question rhétorique qui m'a turlupiné pendant de si longues années et dont je faisais part à Bruno. Je me suis aperçu que dans le cas de Taipei, ce sont les habitants qui font la ville. Et ce n'est pas la ville qui fait les habitants, comme c'est particulièrement le cas à Paris. Pourquoi j'ai quitté Paris, qui est finalement, en quelque sorte, pour continuer de filer la métaphore, l'épouse idéale, n'est-ce pas? Une beauté sans nom, unique dans le monde, complètement fascinante, mais qui finalement, de par la puissance de cette beauté, vous empêche d'être vous-même, parce qu'elle ne vous donne aucun espace de respiration, elle ne vous donne aucun espace de création, elle ne vous donne aucun espace de définition d'elle ou de vous, parce que vous êtes totalement défini par la puissance de cette beauté parisienne qui fait que vous ne pouvez même pas la photographier, aussi parce qu'elle a tellement été bien photographiée par les grands maîtres de la photographie bien avant vous. Donc qu'est-ce que vous faites face à cette puissance esthétique? Vous ne faites rien, vous ne pouvez pas exister en fait. Vous ne pouvez que vous condamner à son culte. Et après avoir vécu dans le culte de la beauté parisienne un certain nombre d'années, on finit par asphyxier, parce qu'on ne finit plus que par être cette ville et plus du tout soi-même. Par conséquent, j'ai ressenti le besoin de quitter cette ville, alors que c'est le rêve, je en suis sûr, d'un grand nombre de Taïwanais, de devenir parisien, de vivre à l'ombre de cette beauté parisienne, que moi j'ai préféré quitter pour venir à Taipei. Pourquoi? Parce que Taipei m'offrait cet espace de respiration, m'offrait cet espace de redéfinition de moi-même et me donnait la possibilité, de par ses imperfections urbaines, de la créer et de la transformer en quelque chose qui me plairait, dans lequel je pourrais me refléter de manière avantageuse. Et ça a été tout le sens aussi de ma démarche vis-à-vis de Taipei. Quelque chose qui vous permet d'exister, quelque chose un espace public qui vous permet d'être. Pourquoi? Parce que, à l'inverse de Paris, où c'est la ville qui vous définit, eh bien à Taipei, ce sont les gens de Taipei qui définissent la ville. Et c'est ce que j'ai fini, après de longues années d'interrogation, n'est-ce pas, d'énervement, de frustration, d'agacement, de phases d'amour immodéré et de haine profonde, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Et dans ma démarche photographique, j'ai donc cherché à photographier Taipei à travers ses habitants. Et comme je le dis dans mon livre, qui a été très bien traduit par la traductrice Chen Mei, donc pour les non-sinophones, je suis navré, ouais, mais je vous donne la traduction. J'ai cherché à photographier le Taipei qui se reflétait dans la prunelle des habitants de Taipei. Et donc dans le troisième chapitre, qui arrive maintenant, je m'approche très près des gens de Taipei, parce que en m'approchant très près des gens de Taipei, je m'approche de Taipei et j'y trouve sa beauté. Et en m'approchant aussi près des gens de Taipei, en les regardant dans les yeux, c'est le reflet d'un Taipei que je pouvais enfin aimer, qui m'apparaissait, et que j'ai essayé de photographier à travers ces portraits qui font l'essentiel du troisième chapitre. Et c'est là que j'ai compris que les Taïwanais ont une manière de vivre cette ville qui est le fruit d'une trajectoire historique complètement accidentée, qui fait le charme de tout Taipei. Parce que, pour être tout à fait honnête, Taipei renferme une énigme relativement insoluble. Comment une ville, dans un tel état de chaos urbain au sens esthétique du terme, puisse finalement être aussi agréable à vivre? Pourquoi est-ce que, finalement,
après avoir dépassé la première phase d'incompréhension totale, on se trouve aussi bien à Taipei qu'on puisse accepter d'y rester, dans mon cas, 15 ans, mais dans celui de beaucoup d'autres, comme M. Bordenave par exemple, 25 ans, pour d'autres, 20 ans, etc. Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi alors que quand on vient de Paris, on est quand même bousculé dans l'ordre de ses perceptions esthétiques. Et donc, j'ai fini par comprendre, et c'est aussi tout l'objet de ce livre, que tous ces Taïwanais, ces gens de Taipei, dans leur manière d'être, dans leur manière de s'approprier les espaces, dans la manière de projeter tout ce qui fait la saveur des Taïwanais en général, dans tout ce qui fait leur gentillesse, leur posture harmonieuse vis-à-vis de l'extérieur, leur acceptation de l'autre, etc. Eh bien, cette posture est projetée dans les espaces urbains qui s'en trouvent complètement transformés au détriment de leur aspect chaotique ou chaotique. Et donc, ces portraits, pour moi, sont en fait les portraits de Taipei et non pas des gens de Taipei. Parce que ce sont les gens de Taipei qui font Taipei. Donc là, sur cette page, vous avez aussi vous devez avoir des doubles entrées de lecture de l'image, puisque là, c'est une correspondance entre des images qui se veut un peu plus politique, puisque d'un côté, vous avez l'idée que je me fais de la taïwanitude de souche face à ce qui pourrait être la taïwanitude arrivée du continent. Mais je veux souligner une chose ici, c'est que je n'ai aucun message politique. C'est-à-dire que je constate des choses que je photographie parce que l'impact esthétique que cela a pour moi me permet de m'insérer dans cette réalité et du coup de l'aimer. Donc là, en quelque sorte, pour moi, ça pourrait être un résumé des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Donc tous ces personnages que j'ai appris à photographier dans les rues de Taipei. Et là, sur un plan plus technique, en tant que photographe, c'est une démarche assez intéressante que j'ai passé beaucoup de temps à construire. Et pour l'évoquer un petit peu avec vous aujourd'hui, cette démarche m'a poussé à m'interroger sur la question de savoir qu'est-ce qu'un photographe dans un espace public? Comment est-ce qu'on construit ce type de photo et comment peut-on y arriver? Comme tout le monde, quand j'ai commencé la photo en 1996 et que vous décidez de ne pas faire de la photo de studio, mais de la photo donc de rue, fatalement, je n'aime pas beaucoup le terme de photo de rue, qui est galvaudé en anglais du sobriquet de street photography, parce que de toute façon, il suffit d'être... Enfin, si vous n'êtes pas en studio, ben, vous êtes dehors, et dans le monde d'aujourd'hui, la masse des villes en proportion sur la surface étant telle que c'est souvent de la photographie de rue. Mais enfin, bref. Comme tout le monde, j'étais complètement pétrifié par le fait de m'approcher d'un inconnu dans une rue et de le photographier comme ça, sans le prévenir, ce qui pouvait être vécu d'une certaine manière comme une forme d'agression. On commence à se confronter en tant qu'artiste ou photographe, peu importe, à des inconnus dans la rue et accepter et les faire accepter que vous les preniez en photo. Donc ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, parce que j'ai construit cette capacité d'accès à des inconnus dans un espace public armé d'un appareil photo. Donc il y a tout un travail sur soi, en termes de timidité, en termes de peur qu'il faut faire. Et je me suis aperçu d'une chose grâce aux Taïwanais, qui sont quand même, et là je veux le souligner, et je le souligne dans le livre, qui est pour moi un paradis sur Terre, dans la mesure où du fait de l'excellente, comment dire, alors attendez, je vais choisir un terme, du fait de l'extrême qualité
des rapports humains dans l'espace public et de l'extraordinaire sécurité qui règne à Taïwan, quelles que soient les explications. Pour photographier des gens dans la rue, on est quand même dans un climat de tranquillité psychologique qui permet la création, qui permet de se concentrer sur la démarche photographique et artistique. Et ça, c'est quand même un luxe inouï dont peu de Taïwanais ont conscience et qui fait aussi toute l'extraordinaire valeur de Taïwan comparée à d'autres pays. Donc vous devez réfléchir à qui vous êtes dans la rue, dans l'espace public, armé d'un appareil photo. Vous devez comprendre ce que vous faites. Et ça, ne pensez pas que c'est simplement une question d'ordre rhétorique qu'on résout en 2 heures de réflexion, pas du tout. Il y a tout un processus qu'il faut nourrir pour finalement savoir pourquoi vous prenez ces photos. Et vous en convaincre. Et une fois que vous le savez, eh bien, vous respirez une posture, une attitude humaine que j'ai remarqué que les Taïwanais comprenaient dans la confrontation avec un inconnu pour le prendre en photo. Et donc je me suis aperçu que les Taïwanais, en fait, ils avaient, peut-être même tous les êtres humains, et ça ne veut pas de faire en l'occurrence les Taïwanais, et bien finalement ils étaient comme les chiens. Pas parce qu'on est du chien, mais parce que ils ont une capacité de renifler tout de suite, en une fraction de seconde, l'objet de votre démarche. Et quand vous êtes convaincu que vous venez prendre en photo une personne qui vous intéresse parce que, pour vous, ça a un sens plus profond que la simple enveloppe esthétique, qu'en fait vous venez chercher un partage humain qui se produit au cours d'une seule seconde, d'une puissance qui vaut tous les efforts en photographie, toutes les années de photos ratées, ben ça les gens le sentent. Et quand ils sentent ça, et ben d'une certaine manière, et ça se passe de n'importe quel discours, de n'importe quel type de verbalisation, ça vous permet d'accéder à des visages, à des postures, à des reflets dans le regard qui sont magnifiques à photographier. Au début, quand j'étais encore quand j'avais pas encore compris tout ça, j'avais le mauvais réflexe de demander à la personne que je voulais photographier: est-ce que je peux vous photographier, s'il vous plaît? Et là, et en l'occurrence ce sont des Taïwanais, tous me disaient non. Non, pas parce qu'ils ne voulaient pas se laisser photographier, mais parce qu'ils ne comprenaient pas. Ou parce qu'ils ne voulaient pas par superstition, etc. Mais que pour des mauvaises raisons, en fait. Pourquoi? Parce que je ne respirais pas suffisamment une posture humaine qui se passait de permission verbalisée pour obtenir une photographie. Et une fois que j'ai compris ça, alors après je prenais photo, j'ai appris une chose: quel que soit le pays où on se trouve, il faut d'abord prendre la photo et demander la permission après. Parce qu'une fois qu'on vous dit non, eh ben, il n'y a plus de photos possibles. Donc j'ai appris qu'il fallait d'abord prendre des photos, et en appliquant ce principe, je me suis rendu compte en fait que, eh ben voilà, il y avait que les gens étaient capables de sentir, de comprendre en une demi-seconde, en tout cas les Taïwanais, la démarche que je nourrissais. Et cette approche de la personne à photographier, qui sent bien que vous n'êtes pas là pour faire des photos de paparazzi qui seront le lendemain dans la presse un scandale, vous n'êtes pas au service d'une société de construction qui cherche à raser des vieilles maisons pour mettre des tours de 50 étages, ça ils le sentent très bien, ils le voient très bien. En une demi-seconde, tout est dit. Et finalement, ils me laissent prendre une photo que je viens chercher tout auprès d'eux. Et donc il y a une zone de connexion en termes de complicité, de présence humaine qui est magnifique et qui vaut tous les efforts de la photo. Et ce ne sont pas des photos que je vole avec un zoom de 200 mm étant planqué à 400 mètres à essayer de... C'est pas ça la photo de rue. La photo de rue, c'est aller à la rencontre du sujet photographié. Assumer cette rencontre, assumer son existence, sa présence dans l'espace urbain en tant que photographe, aller à la rencontre de l'autre et partager cette seconde inoubliable en quelque sorte, de ce partage d'émotions, ce moment où la personne accepte de vous laisser entrevoir une demi-seconde sa part de vérité, qui, si vous êtes prêt,
que vous avez fait tous vos devoirs par ailleurs, vos devoirs au sens écolier du terme, c'est-à-dire que vous êtes préparé, vous êtes capable de saisir. Et ça vaut toutes les photos ratées et toutes les pellicules que j'ai gâchées en m'acharnant sur cette démarche. Ces deux photos ont été prises juste derrière l'Alliance française, sur la colline que vous avez derrière. Pour chaque photo, une fois que vous avez la photo, ben vous pouvez discuter, etc. Et j'ai toujours eu 2-3 minutes de conversation passionnante avec les gens que j'ai choisi de photographier, dont ce retraité plein de santé, d'une fierté quasi millénaire, qui est en fait un ancien militaire de l'armée de l'air, de la glorieuse République de Chine, n'est-ce pas? Et cette grand-mère qui m'a expliqué qu'en fait, elle était extrêmement fière de sa fille qui, elle, s'était intégrée dans la société américaine, après des études aux États-Unis, etc. Tandis qu'elle, elle était encore juste derrière, dans ces petites maisons qui sont juste à 2 pas d'ici, en quelque sorte.